Il est toujours important d'expliquer le pourquoi des choses. Et la raison d'être de Starship est que nous voulons devenir une espèce multiplanétaire, pour étendre la conscience au-delà de la Terre, pour deux raisons principales. La première est d'assurer la survie et la prospérité à long terme de la vie, telle que nous la connaissons, et de la conscience. Si nous sommes une espèce multiplanétaire et à terme une espèce multistellaire parmi les étoiles, la probabilité de survie est beaucoup plus grande. C'est l'aspect défensif, une assurance vie pour la vie collectivement. Mais il faut aussi qu'il y ait des choses inspirantes et excitantes, qui donnent une raison de vivre. La vie ne peut pas se résumer à résoudre un problème tragique après l'autre. Il doit y avoir des raisons de se lever le matin et d'être enthousiaste pour l'avenir. Un avenir où nous sommes une civilisation spatiale est infiniment plus excitant qu'un avenir où nous ne le sommes pas. Et nous faisons tout cela dans un endroit assez unique. La rampe de lancement est derrière nous, nous avons une fusée sur la tour et une autre tour à côté. Nous sommes assis à l'intérieur de la Star Factory et tout cela est très récent. Ça n'a pas été comme ça très longtemps. Nous avons déménagé Starship ici au début de 2019. Nous avons vu le site évoluer depuis une simple caravane double et une tente où nous avons construit le Starhopper jusqu'au premier vol d'essai suborbitaux. Maintenant, pour la première fois, nous avons 2 tours derrière nous alors que nous nous préparons pour le premier vol opérationnel depuis la 2e tour à la fin de cette année. Et ce magnifique bâtiment d'1 million de pieds carrés nous permet de travailler à la mise en place d'une chaîne de production pour les Starships. L'équipe de SpaceX a fait un travail incroyable en construisant l'usine de fabrication de fusées la plus avancée qui jamais existait. Cela dépasse de loin toute usine de fabrication de fusées jamais construite. C'est essentiellement de la technologie de niveau extraterrestre. Et tout a été construit ici, près du fleuve Rio Grande et de la plage. C'est un endroit incroyablement improbable. C'était un banc de sable. Nous sommes environ 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ce n'était vraiment rien. Si vous voyez le timelapse, passer d'un banc de sable à 2 tours de lancement et une usine de fusées gigantesques avec des halls d'assemblage de haute hauteur, nous allons construire ce qu'on appelle la Gigabay, qui sera l'un des plus grands volumes clos sur Terre. Ce sera une sorte de cube Borg gigantesque que nous construirons ici pour assembler et stocker ces énormes fusées. C'est vraiment spectaculaire. Et n'importe qui peut venir visiter. Comme nous sommes sur une route publique et littéralement à côté d'une plage publique, vous pouvez venir voir la fusée de très près. Vous pouvez passer en voiture, regarder l'usine, et tout le monde peut le faire, de n'importe où dans le monde. Il suffit de venir visiter pour découvrir tout ça. C'est assez génial mais pas maintenant, pas quand nous lançons, pour des raisons de sécurité. Mais la fusée est souvent simplement posée sur la rampe de lancement, sans propergol, et vous pouvez venir la voir. C'est très facile. C'est un endroit vraiment spécial. Hier, le vaisseau a été déplacé sur la route derrière nous et j'ai vu des familles qui faisaient leur promenade du dimanche être accueillies par le passage du Starship. Dès le début, ce qui différencie Starship de Falcon et d'autres fusées, c'est que nous l'avons conçu pour être produit en masse et à grande échelle. Il ne s'agit pas de construire un seul Starship et atteindre l'orbite une fois, c'est de le faire de manière durable et rapide. Starship and getting to orbit once. It's about doing it in a sustained and rapid way. Nous visons à terme la construction de milliers de vaisseaux par an, ce qui est nécessaire pour bâtir une ville autosuffisante sur Mars. Le tournant majeur de notre destin sera lorsque la ville martienne sera capable de survivre, même si les vaisseaux de ravitaillement venant de la Terre cessent d'arriver, pour une raison ou une autre. Cette raison pourrait être un cataclysme ou simplement le déclin de notre civilisation. Le débat historique a toujours été de savoir si la civilisation s'effondrera dans un grand bruit ou un murmure, mais dans tous les cas, l'élément critique est d'atteindre le point où Mars est autosuffisante et peut survivre même si le ravitaillement cesse. Cela signifie qu'il faut construire une base industrielle complète sur Mars pour qu'elle puisse survivre. Par exemple, il ne suffit pas de construire une usine de puces contrôlées, il faut avoir la capacité de construire des usines de puces contrôlées.
Cela va nécessiter une quantité énorme de tonnage. Mon estimation est d'au moins 1 million de tonnes à la surface de Mars. Peut-être que cela en prendra moins, mais ce sera beaucoup. C'est un avenir très excitant, un avenir qui assurera la survie et la prospérité à long terme de la vie et de la conscience. Et c'est le tremplin essentiel pour passer de ce système solaire à d'autres systèmes stellaires. Peut-être que nous pourrons explorer et rencontrer des civilisations extraterrestres qui existent peut-être maintenant ou qui ont connu une période de prospérité pendant des millions d'années, avant de s'éteindre il y a des millions d'années également. Il est humbling de penser à l'âge de l'univers qui, selon le modèle standard de la physique, est d'environ 13,8 milliards d'années. 1 million d'années supplémentaires ne représenterait que 3 chiffres après la virgule. Si l'on considère notre civilisation et qu'on la mesure à partir des premières preuves d'écriture, il y a environ 5500 ans, la civilisation telle que mesurée depuis la première écriture ne représente qu'un millionième de l'existence de la Terre. Une goutte dans l'océan. Oui, un feu de paille jusqu'à présent. Nous avons des images superbes. La fusée est sur le pas de tir en ce moment. Nous disons aux gens de venir la voir car il est difficile de se faire une idée de l'échelle, de la taille massive de cet engin. Nous avons pu filmer quelqu'un qui travaillait dessus il y a un petit moment. La raison pour laquelle nous envoyons des millions de tonnes, c'est en partie pourquoi cet engin est si massif. Je pense que sur cette image, on peut voir la personne qui travaille au bas du vaisseau et à mesure que nous dézoomons, on voit le vaisseau en entier, avec cette teinte bicolore, argentée et noire, puis le booster en dessous. Cela donne vraiment une idée de l'échelle, ce qui est difficile à percevoir autrement qu'en personne. Lors de mes visites, j'aime à dire que Starship est réel, Starship est grand et Starship est vraiment très grand. On peut le voir ici, et avec les images de l'usine que vous avez vues plus tôt, le vol 10 c'est sur le pas de tir, mais nous en avons beaucoup d'autres en préparation. Oui, j'ai posté une vidéo hier montrant un bref aperçu d'une partie de l'usine Starship et on peut se faire une idée de l'échelle de l'usine. Nous pourrions parler un peu de la conception de Starship. Par exemple, pourquoi la moitié du vaisseau est-elle noire et l'autre moitié de couleur argentée? C'est parce que la moitié inférieure du vaisseau, vue depuis l'entrée orbitale, est équipée d'un bouclier thermique. Donc noir correspond au bouclier thermique. Et la structure principale de la fusée est faite d'un alliage spécial d'acier inoxydable, ce qui explique les parties argentées brillantes. La raison d'utiliser de l'acier plutôt que de l'aluminium est que la chaleur de l'entrée atmosphérique et la chaleur des moteurs de la fusée suffiraient à faire fondre facilement l'aluminium. Mais l'acier est beaucoup plus résistant, à la fois à la chaleur de l'ascension et surtout à la chaleur de la rentrée. De plus, il n'est pas nécessaire de le peindre, ce qui est en fait très difficile pour un objet de grande taille soumis à des cycles cryogéniques, tout en s'assurant que la peinture tienne. C'est un véritable défi. Nous avons parlé de sa taille massive et il faut évidemment une énorme quantité d'énergie pour faire bouger cet engin. Et c'est là que le moteur Raptor entre en jeu, le moteur le plus avancé de la planète. Un sabre laser géant. Non, c'est un sabre laser ennemi. Vous seriez vaporisé en un instant si vous vous teniez devant un Raptor. Vous seriez réduit en cendres en moins d'une seconde. Burnt to a crisp in less than a second. Pour créer une roquette orbitale entièrement réutilisable, il faut avancer l'état de l'art dans chaque partie de la roquette. Cela signifie que les moteurs doivent être meilleurs que n'importe quel moteur jamais conçu. La structure doit être meilleure que n'importe quelle structure jamais conçue. The structure's got to be better than any structure ever. You've got to have a means of. Il faut avoir un moyen de ramener la fusée sur le pas de tir et il faut avoir un bouclier thermique orbital entièrement réutilisable, ce que personne n'a jamais fait. La navette spatiale, par exemple, nécessitait 9 mois de remise en état entre les vols. 9 months of refurbishment between flights. Le bouclier thermique de la navette revenait essentiellement partiellement endommagé et nécessitait de nombreux mois de remise en état pour pouvoir revoler. Ce que nous essayons de réaliser ici avec Starship est d'avoir un bouclier thermique qui peut être utilisé immédiatement. Le vaisseau et le booster seraient tous deux rattrapés par les bras de la tour.
Le booster serait replacé immédiatement sur la rampe de lancement. Le vaisseau, quant à lui, doit effectuer au moins une orbite autour de la Terre et pourrait revenir potentiellement en une seule orbite, mais dans la plupart des cas, après plusieurs orbites. Le vaisseau reviendrait donc plusieurs heures plus tard, serait attrapé par les bras de la tour et placé au sommet du booster. On pourrait aussi avoir plusieurs vaisseaux prêts, de sorte qu'un seul booster pourrait desservir 5 vaisseaux ou plus, ce qui permettrait théoriquement de faire décoller le booster toutes les heures. C'est une cadence extraordinairement rapide, pour le plus grand objet volant jamais construit et de loin. Mais c'est la raison pour laquelle nous attrapons le booster et le vaisseau avec les bras de la tour. Car c'est le moyen le plus rapide de les remettre en état de vol. Si nous avions utilisé des trains d'atterrissage, ce que nous avons fait pour les tests du vaisseau, il aurait fallu atterrir ailleurs avec les trains, puis soulever la fusée, ranger les trains, la transporter jusqu'à la patte tir, ce qui est très complexe avec un engin aussi gigantesque. But if we were to do that with the booster and the ship, here we'd have to land somewhere else with the legs, then lift the rocket, stow the legs, transport the rocket back to the pad, which is very unwieldy when you've got a gigantic thing. Ensuite, elle serait de toute façon saisie par ses bras de tour pour être placée sur le support de lancement. Cela retarderait considérablement la réutilisation et ajouterait beaucoup de masse avec les trains d'atterrissage. C'est pourquoi nous attrapons la fusée avec les bras de la tour. Les mêmes bras qui placent la fusée sur le support de lancement servent à la rattraper. Cela signifie que nous pouvons remettre le booster sur le support de lancement en moins d'1 heure après le décollage. En fait, le booster revient très vite, environ 5 ou 6 minutes plus tard. Le remplissage en ergol prend environ 30 à 40 minutes. Il est donc théoriquement possible de faire revoler le booster en moins d'1 heure. Quand j'y pense, c'est comme un avion qui arrive à la passerelle. Les passagers descendent, de nouveaux passagers montent et il repart. On ne fait pas atterrir l'avion sur un autre aérodrome pour le remorquer ensuite jusqu'à la passerelle. C'est simplement plus simple et plus rapide sur le plan opérationnel. Nous avons eu beaucoup de succès avec le booster, 3 captures réussies sur 3 tentatives, et nous en avons déjà fait revoler un. Le super pouvoir de Starship, c'est que l'ensemble du système est réutilisable. Nous travaillons actuellement sur la réutilisation du vaisseau. Nous avons réussi des rentrées atmosphériques spectaculaires lors de plusieurs vols. Et nous espérons que celle-ci, pour le vaisseau V2, sera également une réussite. Ce bouclier thermique entièrement réutilisable est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, et c'est l'un des domaines où nous cherchons vraiment à obtenir des données. Il reste des milliers de défis d'ingénierie à relever pour le vaisseau et le booster, mais le plus important est sans doute le bouclier thermique orbital réutilisable. Nous sommes confiants dans notre capacité à en fabriquer un, mais cela nécessitera de nombreux vols et de nombreuses itérations pour identifier les points faibles du bouclier, les endroits où nous devons modifier la conception, soit en renforçant la tuile, soit en modifiant l'espacement entre les tuiles, ou ce qui se trouve sous la tuile. How big the gap is between tiles, changing what's underneath the tile. Il y a une centaine de variables différentes que nous pouvons ajuster sur les tuiles du bouclier thermique. La seule façon de savoir exactement ce que nous devons modifier est de voler à plusieurs reprises et de pouvoir examiner le vaisseau à l'atterrissage. Nous avons réussi à ramener le vaisseau à travers l'atmosphère et à réaliser un atterrissage en douceur, à plusieurs reprises. Donc nous savons que c'est possible. Mais au cours de ce processus, nous avons perdu de nombreuses tuiles de bouclier thermique. Donc nous devons être capables de le faire sans perdre de tuiles. Et de manière répétée. Ce que vous voyez maintenant est une simulation du Starship revenant et atterrissant sur la tour. Un peu comme le booster, mais avec des défis supplémentaires. Car nous devons nous assurer de ne pas arracher les tuiles en glissant le long des bras de capture. On ne peut pas se permettre de perdre le bouclier thermique. Si nous perdons les tuiles, le test de réutilisation est un échec.
Les vaisseaux peuvent utiliser la tour pour atterrir et être attrapés comme le booster ici sur Terre où les tours sont disponibles. Pour nos premiers atterrissages sur Mars et d'autres planètes, nous aurons besoin de trains d'atterrissage qui se déploient, un peu comme ce que vous voyez ici avec le Ship 15 lors de nos tests suborbitaux. Pour valider la descente, l'atterrissage et la précision. Ce fut un test réussi. Nous avons même pu en récupérer un, et vous pouvez le voir ici dans le jardin des fusées si vous visitez Starbase. Oui, dans le jardin des fusées dont Bill a parlé, nous avons en fait tout un tas de boosters et de vaisseaux, et nous en ajouterons d'autres avec le temps. Vous pourrez ainsi voir l'évolution de Starship simplement en conduisant sur l'autoroute. La réutilisabilité est donc essentielle. Il y a d'autres technologies que nous cherchons encore à valider. L'une des plus importantes sera le ravitaillement en orbite. Nous espérons le faire l'année prochaine, et c'est ce qui permettra vraiment à Starship d'aller partout ailleurs, partout au-delà de la Terre. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, n'a jamais été fait auparavant, un peu comme ce bouclier thermique orbital réutilisable. Mais ce sera l'un des autres ingrédients secrets de Starship qui nous permettra d'envoyer des centaines de tonnes par vaisseau vers Mars. J'aime à penser que si nous arrivons en orbite avec une soute pleine, mais que nous sommes à court de carburant et d'oxygène, nous fonctionnons sur les vapeurs. Ensuite, nous envoyons d'autres vaisseaux s'amarrer pour transférer du propergol. Et là, notre fusée à 2 étages se transforme en une fusée à très nombreux étages. Et nous obtenons toute cette performance. Nous pouvons alors mener cette soute pleine où nous voulons. Oui, une technologie cruciale que nous espérons démontrer l'année prochaine est ce ravitaillement en orbite. Tout comme le ravitaillement en vol, c'est essentiel pour pouvoir envoyer une charge utile significative vers Mars. Vous envoyez un vaisseau en orbite avec quelques centaines de tonnes de charge utile, une soute pleine, mais en orbite, les réservoirs sont presque vides. Ensuite, vous envoyez d'autres vaisseaux ravitailleurs pour remplir les réservoirs du vaisseau martien, afin qu'il puisse passer de l'orbite terrestre à Mars et avoir encore assez de propergol pour atterrir. Le ravitaillement en orbite est donc aussi quelque chose qui n'a jamais été démontré auparavant. Ce sera une toute nouvelle technologie. Évidemment, chez SpaceX, nous avons compris comment nous amarrer de manière répétée à la station internationale. Donc, à bien des égards, c'est similaire à l'amarrage. Et d'une certaine manière, c'est plus facile car SpaceX s'amarre à son propre vaisseau. Mais personne n'a jamais démontré le transfert de propergol en orbite, à notre connaissance. Et ce serait un transfert de propergol à très grande échelle. Avec la réutilisabilité complète et le transfert de propergol, ce sont les technologies clés nécessaires pour construire une ville sur Mars. Je suis confiant que l'équipe de SpaceX, qui est incroyablement talentueuse, atteindra ses objectifs. Et nous ferons atterrir des vaisseaux sur Mars à l'avenir et y construirons la vie. Nous construirons des serres et la vie sur Mars et nous assurerons la survie à long terme de la vie telle que nous la connaissons. Il est important de noter ici que nous sommes en fait les gardiens de la vie sur Terre. Les autres créatures ne peuvent pas construire de vaisseaux spatiaux et se rendre sur d'autres planètes. S'il y avait de y avoir un événement cataclysmique, comme un météore géant qui a détruit les dinosaures, ou si l'Homo à terme, le Soleil se dilatait pour engloutir la Terre et détruire toute vie, nous savons que c'est un fait indiscutable. Si nous n'emmenons pas la vie sur une autre planète, toute vie sera détruite. Donc il nous incombe de nous veiller à ce que nous emmenions la vie sur d'autres planètes et assurons la survie à long terme de la vie telle que nous la connaissons sur la planète Terre. Et au-delà de ça, il y a tellement de choses que Starship rend possible en étant capable de faire tout cela. Nous pourrons aller sur Mars, mais il y a d'autres choses tout aussi transformateurs en étant capable d'emmener autant de personnes et de matériel dans l'espace pour beaucoup moins d'argent. Je pense que cela permettra de mieux comprendre notre propre planète, de pouvoir déplacer des gens sur la planète, de la rendre plus petite et plus accessible. On pourrait aller n'importe où sur Terre en moins de 40 minutes de vol. Je vois vraiment Starship comme quelque chose qui peut nous connecter. Tout comme Starlink connecte nos informations, cela peut nous connecter plus physiquement. Oui, il n'y a rien de plus rapide qu'une fusée. Une fusée orbitale est le moyen le plus rapide que nous connaissions, le moyen de transport le plus rapide. On pourrait aller de Los Angeles à Sydney en moins d'une demi-heure, on pourrait aller de Los Angeles à Tokyo en moins d'une demi-heure, tout est probablement à une demi-heure d'écart en gros.
Certaines choses pourraient prendre 10 minutes. Oui. Inscrivez-moi s'il vous plaît. Un vol transatlantique en 10 minutes, sans problème. S'il vous plaît. Oui. Inscrivez-moi. Sign me up for that, please. All right, cool. Cross the Atlantic in 10 minutes, no problem. Vous voyagez à 25 fois la vitesse du son, soit 30 fois plus vite qu'un avion de ligne commerciale. Then a commercial. Et la vue est bien meilleure. Oui, la vue est incroyable.